Après avoir fait une vidéo sur l'immigration juive en Israël il y a quelques temps, je comptais faire une vidéo sur la géographie de ce pays, un petit peu comme je peux le faire sur d'autres pays, la Hongrie dernièrement. Il y a beaucoup de choses à dire sur Israël et sa géographie, mais en raison des événements dramatiques qui ont touché le pays récemment et les conséquences dramatiques qui concernent aussi la bande de Gaza, j'ai préféré faire un autre sujet sur Israël. Parler des deux solutions proposées pour tenter de résoudre la crise israélo-palestinienne. Les deux solutions sont les suivantes. Soit créer un unique pays laïque où vivent les Juifs et les Arabes, un pays qui prendrait en compte les inégalités des deux communautés, soit créer deux États, où chacun fait ce qu'il veut, un État juif d'un côté, un État arabe de l'autre. Dans tous les cas, que ce soit un État ou deux États, il faut tout de même définir les frontières entre là où vivent les Juifs et là où vivent les Arabes, les deux communautés parlant deux langues différentes. Inégalité. Si on regarde la situation actuelle d'Israël-Palestine, on voit qu'il y a des inégalités de chaque côté. Par exemple, les territoires de la Palestine sont très petits. La Cisjordanie compte 5860 km², la bande de Gaza compte 365 km², soit un total de 6225 km². Israël compte, quant à lui, 20 770 km², soit 3 fois plus que la Palestine. Mais ça, c'est officiellement. Dans les faits, la situation est encore plus à l'avantage d'Israël, qui contrôle une grande partie de la Cisjordanie, soit 60% au moins, voire même 80%, et qui contrôle aussi le plateau du Golan, illégalement. Il ne reste donc pas grand-chose pour la Palestine, donc déjà là on peut voir une injustice entre la Palestine et Israël. Pourquoi la Palestine a si peu de territoire? À l'origine, selon le plan de 1947, il était prévu un plus grand territoire pour les Arabes que maintenant. Mais même avec ce partage, il y avait quelques injustices. Tout d'abord, ce qui a été fait pendant le partage, c'est de regarder là où vivaient les Juifs. Un tiers de la population de la Palestine en 1947 est juive. Ces derniers vivent surtout sur le littoral, il y en a aussi dans le nord du pays, puis d'autres sont à Jérusalem, tout simplement. Il y a aussi quelques communautés dans le sud, territoire désertique. On décide de faire un traçage qui permet à pratiquement tous les juifs de vivre dans le futur État juif. Les juifs sont contents. Ils vivent presque tous dans les frontières de l'État juif, mais pour les Arabes c'est différent. En effet, une grande partie est intégrée dans les frontières de l'État juif, et les autres vivent dans le futur État arabe. En même temps, c'est injuste, car les Juifs sont minoritaires, et ils ont le droit à un pays un peu plus grand que les Arabes, qui sont 2 fois plus nombreux. Vous voyez, on peut déjà trouver plein de petites injustices en regardant de plus près. Et d'un autre côté, on ne peut pas en vouloir aux Juifs de quitter l'Europe massivement à cause des violences qu'ils subissent. Et on ne peut pas en vouloir aux Juifs de vouloir créer un pays pour eux. Il n'existe aucun État juif dans le monde, alors qu'il existe déjà des États arabes musulmans. Tout cela est déjà très compliqué. Et avec tout ce qu'il s'est passé, il est normal que les États arabes n'acceptent pas cette frontière qui avantage un peu trop l'État juif. Ce qui entraîne une guerre et qui permet à Israël de la gagner et d'agrandir son territoire. Voici donc le traçage des frontières. C'est toujours le traçage officiellement reconnu par l'ONU, mais Israël en a profité pour s'agrandir à d'autres occasions. Les territoires palestiniens sont intégrés dans les pays voisins, Égypte pour la bande de Gaza et Jordanie pour la Cisjordanie. En 1967, suite à la guerre des 6 jours, Israël arrive à annexer la Cisjordanie, la bande de Gaza, mais aussi le Sinaï et le plateau du Golan. En 1973, les pays arabes se vengent en lançant la guerre du Kippour. Israël gagne, mais a presque failli perdre, et les pays tentent de se rapprocher. Israël rend le Sinaï à l'Égypte, l'Égypte accepte de reconnaître Israël, les deux pays normalisent leurs relations avec les accords du Camp David. Mais Israël maintient la bande de Gaza et la Cisjordanie. En 1994, suite à la promesse de la reconnaissance d'une autorité palestinienne, Israël normalise ses relations avec la Jordanie. La bande de Gaza est totalement vidée des communautés juives pour laisser les Arabes la gouverner. Par contre, la Cisjordanie, ayant déjà été colonisée, est divisée en plusieurs zones en fonction de là où se trouvent des colonies ou pas. Ce partage a été réalisé suite aux accords d'Oslo dans les années 90. Désastre palestinien. Il est normal que les Juifs veuillent avoir un État pour eux. Ils n'en ont jamais eu, si ce n'est le légendaire royaume d'Israël de l'Antiquité. Et suite à toutes les atrocités qu'ils ont subies ces derniers siècles en Europe, il est normal qu'ils ne puissent pas se sentir en sécurité sans avoir un véritable territoire d'entre-soi. En Russie, à la fin du 19e siècle, il y avait des massacres de juifs qui étaient totalement gratuits, juste parce que la population n'aimait pas les juifs. On appelle ça les pogroms. Le gouvernement allemand a érigé les juifs comme le problème numéro 1 de tous les maux dans les années 1930. Mais depuis les accords d'Oslo, même si une paix a été obtenue, la situation n'a fait qu'empirer pour la Palestine. À partir de 1994, la bande de Gaza est administrée par l'autorité palestinienne. Si Israël a autorisé cette administration, c'est dû aux rébellions qui avaient commencé en 1987 dans le territoire, puis dans le reste d'Israël. On appelle cela l'intifada, ou la guerre des pierres. Comme quoi, c'est à cause de la rébellion qu'Israël s'est bougé pour améliorer la situation des Palestiniens. Ces rébellions ont tué presque 300 Israéliens en 6 ans. Au début, Israël tentait de répondre par la force, mais les rébellions continuaient. Ça ne servait à rien de contre-attaquer, il valait mieux accepter une paix.
Bref, la bande de Gaza a donc été libérée en quelque sorte. Cependant, il existe encore des colonies juives sur le territoire. Ces dernières sont donc directement administrées par Israël. Pareil pour la Cisjordanie qui est encore colonisée. Il y a donc eu des accords en 1993, mais dans le fond, Israël contrôle toujours des territoires palestiniens. En 2000, de nouveaux accords ont lieu, les accords du Camp David de 2000, mais ces derniers apportent rien de nouveau car Israël et Palestine n'arrivent pas à trouver de compromis. Vu que la situation n'évolue pas pour la Palestine, qui est toujours occupée, une nouvelle rébellion éclate. C'est la seconde intifada. Elle dure de 2000 à 2005, il y a de nouveaux attentats, attaques, etc. Environ 1000 Israéliens se font tuer pendant ces attaques. En représailles, Israël mène des attaques qui tuent près de 3000 Palestiniens. En 2005, Israël arrête définitivement d'occuper Gaza. Le territoire est laissé à l'autorité palestinienne et les colonies juives sont vidées de leurs habitants. Il y avait environ 7000 colons israéliens dans la bande de Gaza. Et ensuite, l'intifada s'arrête petit à petit, il y aura toujours quelques attaques ou attentats, mais bien moins nombreux qu'avant. L'intifada, c'est une rébellion, mais c'est aussi, du point de vue d'Israël et de nombreux pays, des attaques terroristes. Des civils sont visés par des attaques à la bombe, par exemple l'attentat au Dolphinarium de Tel Aviv. Un Palestinien est entré dans cette boîte de nuit et a posé une bombe. L'attentat a visé des civils, et de nombreuses victimes étaient mineures. En même temps, Israël commet ce qu'on peut appeler des crimes de guerre, en provoquant des attaques imprécises qui tuent de nombreux civils. Blocus de Gaza. Depuis 2007, la bande de Gaza est désormais indépendante d'Israël depuis 2 ans. C'est l'autorité palestinienne qui gère le territoire, tout comme elle gère les territoires palestiniens en Cisjordanie. En 2006, le parti politique du Hamas gagne les élections. Historiquement, c'était le Fatah qui dominait la région. Les deux partis sont bien différents. Le Fatah est un parti ouvert à la discussion avec Israël, favorable à la solution à 2 États. C'est aussi un parti laïque et plutôt progressiste par rapport au Hamas. En effet, le Hamas est un parti islamiste qui ne veut pas reconnaître Israël. Une guerre a lieu entre le Fatah et le Hamas dans la bande de Gaza pour son contrôle. Le Hamas gagne et prend le contrôle de la bande de Gaza en 2007. Israël ferme sa frontière avec Gaza, l'Égypte fait la même chose. Entre-temps, un soldat israélien avait été capturé par le Hamas en 2006, c'est Gilad Shalit. Depuis 2007, il y a régulièrement des attaques de roquettes provenant de Gaza vers Israël. Israël riposte avec des bombardements. Il y a d'abord la guerre de Gaza de 2008-2009. 3 civils israéliens se font tuer d'un côté, de l'autre, c'est 900 civils qui sont tués à Gaza par les bombardements israéliens. Il y a donc une guerre officielle entre Gaza et Israël, mais c'est une guerre inégalitaire, car Gaza n'a pas de véritable armée. Le Hamas font une guerre psychologique et du terrorisme en envoyant régulièrement roquettes vers Israël. C'est la ville de Sderot qui l'a plus durement touchée, car située à proximité de la frontière gazaoui. En 2011, Israël arrive à mettre en place son arsenal de défense qu'on appelle le dôme de fer, le Kippat Barzel en hébreu. Ce sont des missiles qui vont intercepter automatiquement les roquettes du Hamas dès qu'il y a une attaque. La même année, le soldat israélien Gilad Shalit, qui avait été capturé en 2006, est libéré en 2011 en échange de 1000 Palestiniens prisonniers. Octobre 2023. Comme on a pu le voir, Israël a l'habitude de subir des attaques du Hamas, tout comme il a l'habitude d'aller attaquer la bande de Gaza. Mais est-ce que les événements d'octobre 2023 sont plus importants que ce qu'il s'est passé ? La réponse est oui. Depuis 2007, il y a eu plusieurs attaques à la roquette et plusieurs guerres. En 2008, puis 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2021, etc. Pratiquement tous les ans, il y a eu des guerres entre Gaza et Israël. Et ce, sans compter les attentats du Hamas en territoire israélien. Ces derniers ont lieu mensuellement. Cependant, l'attaque du 7 octobre 2023 a été bien plus violente en nombre de victimes que toutes les autres. Pendant la période de la deuxième intifada entre 2000 et 2005, on estime qu'il y a eu 1000 morts du terrorisme en Israël par des attaques palestiniennes. Le 7 octobre, il y a eu 1400 morts du côté israélien. C'est donc une attaque d'une ampleur inédite. Entre 150 et 200 personnes sont enlevées suite à l'attaque. Là encore, c'est une prise d'otage d'ampleur inédite. On est loin de l'unique otage soldat Gilad Shalit entre 2006 et 2011. L'attaque est aussi importante en raison du nombre de roquettes envoyées en seulement une journée, soit 3000 roquettes. Du jamais vu. Le dôme de fer n'était pas préparé à cette attaque. De manière générale, Israël n'était pas du tout préparé à cette attaque, ce qui peut être vu comme une faiblesse pour le gouvernement actuel. La réponse d'Israël est elle aussi inédite. Israël bombarde souvent la bande de Gaza suite aux attaques, mais là l'attaque est bien plus intense. Le blocus est d'ailleurs renforcé dans tous les domaines vitaux, eau, électricité, carburant, etc. Gaza a même été encerclé par l'armée israélienne. Solution. Il est pour le moment impossible de savoir comment va se terminer cette nouvelle guerre qui commence au sein du conflit israélo-palestinien, beaucoup plus large. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une escalade du conflit. À chaque fois, un nouveau conflit crée encore plus de confrontations qui va provoquer encore plus de haine. Par exemple, s'il y a une attaque de la part du Hamas, c'est parce que le Hamas est un groupe criminel et terroriste et qu'il veut lutter contre le blocus. Mais en même temps, ce groupe est arrivé au pouvoir dans la bande de Gaza parce que le climat social y était favorable. Climat social dont Israël est responsable et n'a rien fait pour. La solution à 2 États consisterait à faire de la Palestine un État indépendant. Ce pays serait réparti sur 2 territoires, la bande de Gaza et la Cisjordanie, mais il y a d'autres conditions. Tout d'abord, il faut que l'autorité palestinienne, qui gère ces 2 territoires, soit un pays démocratique.
ce qui n'est actuellement pas le cas avec le Hamas qui dirige la bande de Gaza. C'est en raison de la présence du Hamas, groupe terroriste qu'Israël a mis en place un blocus contre la bande de Gaza. Les Palestiniens subissent la double peine entre l'emprise du Hamas et le blocus. Actuellement, Israël ne veut pas reconnaître l'État de Palestine. La raison officielle est que l'autorité palestinienne n'arrive toujours pas à gouverner la bande de Gaza, qui a été annexée par le Hamas. Selon Israël, il est encore trop tôt pour reconnaître le pays, mais en est favorable sur le long terme. Après, Israël n'aide pas beaucoup au processus de paix. Même si les colonies israéliennes à Gaza ont été enlevées, il en reste encore beaucoup en Cisjordanie, et Israël ne compte pas les dépeupler pour le moment. En février 2023, le gouvernement israélien, dominé par l'extrême droite, a autorisé la légalisation de 9 colonies en Cisjordanie. Ce choix va totalement à l'encontre de la volonté d'un processus de paix. Bien au contraire, il ne fait que confirmer la haine qu'ont les Palestiniens pour Israël. Depuis plusieurs années, la politique d'extrême droite en Israël ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Il n'y a aucune avancée dans le processus de paix. Si un État palestinien devait être officiellement créé, son territoire serait trop petit pour tous les Palestiniens, tout en considérant qu'une partie de la Cisjordanie est encore annexée via les colonies. Et à cela s'ajoute la ville de Jérusalem, entièrement occupée par Israël. Dans l'idéal, il faudrait que l'autorité palestinienne puisse gouverner l'entièreté de la Cisjordanie et Gaza, que toutes les colonies israéliennes soient vidées de la Cisjordanie et que la moitié est de Jérusalem devienne la capitale de la Palestine, l'autre moitié devenant celle d'Israël, et que les deux États se respectent et se reconnaissent, ce qu'on appelle la frontière de la ligne verte ou celle d'avant 1967. Mais pour trouver une solution viable, il faut qu'elle soit relativement simple pour les colons israéliens et pratique pour les Palestiniens, c'est-à-dire faire renoncer à la Palestine certains territoires déjà occupés par les Israéliens, mais en donner d'autres à la place aux Palestiniens, car les Israéliens sont un demi-million en Cisjordanie. Ça va être compliqué de les reloger. Le plan des États-Unis de 2020 est un exemple de plan qui cherche de faire un entre-deux pour éviter de déplacer les colonies. En rajoutant des territoires désertiques à la Palestine, on propose aussi une aide à la construction d'un tunnel pour relier les deux bouts. En réalité, ce plan a été créé par l'administration des États-Unis sans l'avis des Palestiniens et a pour but de rassurer Israël pour augmenter sa sécurité. L'autodétermination des Palestiniens n'a pas été prise en compte. Dans tous les cas, la situation est complexe. Il existe aussi la solution à un unique État. On créerait un pays, on peut l'appeler la Terre Sainte par exemple, ou Israël, nom qui avait été proposé. Dans un unique État, Israël n'existe plus, il n'y a plus d'État juif, mais un État laïque qui reconnaît deux ethnies, les Juifs et les Arabes. Le principal problème réside dans tout l'intérêt de la création d'Israël, offrir un État pour les Juifs. Pour le moment, la solution à deux États reste la plus populaire, mais cette solution à deux États a d'autres problèmes. Premièrement, Israël étant plus riche que la Palestine, il y a un risque d'immigration palestinienne vers Israël, et dans ce cas, les Palestiniens résidant en Israël ne seraient pas considérés comme des citoyens, mais des étrangers. Deuxièmement, il y a toujours le risque qu'Israël fasse pression sur la Palestine ou en fasse un État fantoche, comme c'est le cas sur la Cisjordanie et Gaza, où Israël a un contrôle sur les frontières. Conclusion. Les solutions proposées existent, mais les contraintes sont trop nombreuses. La sécurité d'Israël est la priorité pour Israël pour le moment, et le pays ne fait pas confiance en un nouvel État qui doit être créé et organisé. De plus, pour trouver une solution, il faudrait que les acteurs veuillent avancer. Quand il y avait le Parti travailliste en Israël et le Fatah en Palestine, deux partis progressistes et ouverts sur la question, il était plus facile d'avancer, mais aujourd'hui il y a des extrémistes religieux des deux côtés. Le Hamas islamiste à Gaza, et le Likoud qui va dans le sens des ultra-orthodoxes juifs en Israël. Et pour le moment, le projet d'Israël reste celui d'annexer Gaza. Merci d'avoir vu cette vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et à la prochaine.